Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Michel Verger-Francischi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste entre autres de la Corse et du Premier Empire, et vous combinez ces deux spécialisations dans votre nouveau livre, une nouvelle biographie, qui s'intitule Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier, chez Passé Composé, préfacé par Jean Tullard. Vos biographies, Michel, ont ce site particulier qu'elles insistent beaucoup sur la généalogie des personnes. Vous dites que pour comprendre un personnage, il faut remonter à ses trisaïeux, c'est-à-dire ses arrière-arrière-grands-parents. Donc pour une personne, comprendre 16 ascendants. Est-ce que, dans le cadre de Charles Bonaparte, est-ce que ça nous fait remonter à l'arrivée des Bonaparte en Corse? Oui, à peu près. La généalogie, c'est très important pour faire une biographie, surtout pour un personnage d'Ancien Régime. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie de la Société des agrégés, les anciens de l'École normale supérieure, les anciens de l'ENA, de Centrale, etc. Tout ça n'existe pas avant la Révolution. Et donc, il n'y a pas de vraie formation, il n'y a pas le lycée Louis le Grand, Henri IV, etc. Donc, la formation, c'est la famille. Et on est souvent, quel que soit le niveau social dans lequel on évolue, on est l'héritier d'un milieu. Et donc, les Bonaparte, c'est une famille de notables d'Ajaccio. Aucun Bonaparte n'a jamais travaillé de ses mains. Par conséquent, Charles Bonaparte, père de Napoléon, était avocat, assesseur au tribunal d'Ajaccio. Et il appartient à ce que l'on appelle le Conseil des Anciens, en Corse, les Anzianes, c'est-à-dire ceux qui administrent cette petite ville d'Ajaccio, 4500 habitants au moment de la naissance de Napoléon, en 1769, et ses ancêtres sont arrivés à la fin du XVe et au début du XVIe par petites étapes, et ils remontent donc à un Francesco que l'on avait surnommé le Mort. Alors, il y a un très mauvais livre qui prétend que c'est parce qu'il devait être noir, donc ce qui est archi faux, et tous ces Bonaparte sont anzianes de la ville d'Ajaccio, et ils contractent tous de très très belles alliances. Et donc, Napoléon lui-même naît dans la maison des Bozzi, qui est un héritage familial en ligne maternelle du côté de son père, et donc, si on ne fait pas de généalogie, on ne comprend pas pourquoi Napoléon est né dans cette très belle maison, 360 mètres carrés, l'une des plus belles d'Ajaccio, une vraie maison de notable. Ce livre, nous le verrons, c'est une réinterprétation du rôle et des actions de Charles, je pourrais même dire une réhabilitation. Nous verrons en effet quelles sont les critiques qui lui ont été adressées et comment vous les réfutez, à la lumière d'une découverte centrale que vous avez faite. Nous verrons les implications de cette découverte, mais pour la résumer, vous avez découvert que la femme de Charles, Laetitia Ramolino, est apparentée à un personnage puissant de la cour de Versailles, le marquis de Sorbas, qui est l'ambassadeur de Gênes à Versailles. Comment vous êtes tombé sur cette information? En faisant de la généalogie, il est évident que, assez souvent, lorsque l'on fait des recherches, on a le tort de focaliser sur le patronyme. Donc Charles est un Bonaparte, et puis son père, son grand-père, ainsi de suite, jusqu'au début du XVIe siècle. La mère de Napoléon, Laetitia, est une Ramolino, donc on remonte son père, qui est mort à 32 ans, etc. Mais moi j'ai toujours fait, et y compris dans ma thèse d'État, il y a maintenant fort longtemps, il y a plus de 40 ans, j'ai toujours fait de la généalogie à la mode germanique, c'est-à-dire par quartier, et non pas à la mode française, c'est-à-dire par degré. Degré, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Quartier, c'est 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents et 16 trisaïeux. Et par conséquent, Laetitia, elle est Ramolino, d'accord, mais son père est mort à l'âge de 32 ans, c'est une orpheline de 5 ans, et sa mère est une Pietrasante. Et donc, cet enfant, Laetitia, elle a été élevée par son grand-père Pietrasante, qui la couvre de cadeaux, qui lui achète ses chaussures, qui lui achète des rouleaux d'étoffe pour se faire de belles robes lorsque les Français vont débarquer en 1769. Et ce Pietrasante lui-même, le grand-père, il était né posthume et il avait été élevé par le propre frère de sa mère, un dénommé Sorbas. Et Sorbas a donc, avec son épouse,
un fils, le cousin germain par conséquent de Pietrasant, et ces deux sorbats, le cousin germain et l'oncle, étaient ministres de Gênes à Versailles. Et par conséquent, le premier sorbat était le seul Corse, visiblement, présent à Versailles en 1715, lors de la mort de Louis XIV. Et le second sorbat, donc son fils, est ministre de Gênes à Versailles, et ce qui est quand même hyper important, c'est que le traité de 1768, qui est pas du tout d'ailleurs un traité de vente de l'île de Corse, comme on le disait même dans le Petit Larousse il y a une cinquantaine d'années, c'est pas du tout un traité de vente de l'île à Louis XV, c'est un traité de conservation de l'île de Corse à la République de Gênes, parce que Gênes devait beaucoup d'argent à Louis XV, qui avait essayé de conserver l'île révoltée à la République de Gênes pendant 30 ans, de 1738 à 1768. Et donc en 68, ce traité d'abandon provisoire de la suzeraineté sur l'île fait par la République au profit de Louis XV, il est signé par deux personnages. Alors un, on le connaît très bien évidemment, c'est le duc de Choiseul, représentant de Louis XV. Et le deuxième, on vous dit partout, c'est un patrice génois. Alors patrice génois d'origine, mais il est né à Ajaccio, c'est le cousin germain de Pietrasant, c'est-à-dire le grand-oncle, c'est ce qu'on appelle un grand-oncle à la mode de Bretagne ou à la mode corse, ce sont les cousins germains des grands-parents, les oncles à la mode de Bretagne, ce sont les cousins germains des parents, et donc c'est ce sorbat qui signe le traité de 1768. Alors une fois qu'on découvre ce genre de choses, on comprend que Charles Bonaparte, père de Napoléon, qui est regardé, comme vous le disiez à l'instant, parfois comme un traître en Corse, parce qu'il n'a pas suivi Pascal Paoli en 1769, lorsque les paolistes ont été vaincus à la fameuse bataille de Pontenove les 8 et 9 mai 1769, on comprend que ce Carlo, qui est né en 1746, il a 23 ans. C'est donc un étudiant, comme un étudiant de nos jours, qui est coincé parce que l'autorité de la famille, c'est le grand-oncle de Laetitia, et c'est lui qui tire les ficelles à Versailles. Donc il ne pouvait pas trahir son milieu familial, d'où l'importance de la généalogie. Sa femme est quasiment habillée, dotée, chérie par le grand-père Pietrasant, et Carlo donc ne peut que se rallier à la monarchie française très rapidement. On va reprendre ces différents points pour notamment les auditeurs qui sont pas tous spécialistes de la Corse. Et pour comprendre la destinée de Charles, il faut donc comprendre son époque. Et je signale une exposition qui a lieu en ce moment au château du Bois-Préau à Rueil-Malmaison, qui est intitulée 1769, la Corse à la naissance de Napoléon Bonaparte. Et je signale que dans le catalogue de l'exposition, vous avez signé 2 chapitres, le premier sur l'arrivée des Bonaparte en Corse et le deuxième sur Charles Bonaparte, justement. Un petit jalon historique, donc c'est en 1284, la République de Gênes défait Pise et prend la Corse. 11 ans après, le pape Boniface VIII donne à la Corse le statut de royaume. Quelles sont les relations entre Gênes et la Corse? Quelle est la nature de la présence des Génois en Corse? La République des Doges, la République de Saint-Georges, c'est-à-dire Gênes par rapport à la République de Saint-Marc qui est Venise, la République de Gênes était une puissance en Méditerranée qui était énorme. En 1284, c'est la fameuse bataille de la Meloria, où Gênes triomphe de tous ses rivaux en Méditerranée, et Gênes s'installe en Corse à la demande des Corses dans les années 1358, après la peste noire, parce que les nobles, qu'ils soient corses ou qu'ils soient dans le reste de l'Occident, se comportaient d'une façon assez brutale, du point de vue des impôts, les corvées par exemple, et donc les populations de Corse, c'est le chroniqueur Giovanni della Grosse qui le dit, les populations de Corse se sont révoltées contre leur seigneur. Elles ont envoyé un personnage qui est resté légendaire dans l'histoire de Corse, qui est Sambucucce d'Alando, et ce Sambucucce est allé avec 3 autres Corses comme député des populations à Gênes pour demander à Gênes d'envoyer un bon gouverneur dans l'île pour y faire régner
l'ordre et la justice. C'est ce qui vous explique que sur tous les vieux blasons corses, tous les seigneurs se sont emparés de la balance, signe de justice, pour montrer que eux aussi pouvaient faire régner la justice dans l'île et qu'on n'avait pas besoin de Gênes. Gênes, donc, a été une très grande puissance en Méditerranée, une puissance navale, avec des galères, avec 2 flottes de galères, l'une qui appartenait à la famille Doria, du grand amiral génois Andrea Doria, et l'autre à la République. Et donc, Gênes est plutôt bien acceptée tant que la ville a un rayonnement considérable, au point qu'elle donne les grands navigateurs, comme Christophe Colomb par exemple. Mais, petit à petit, Gênes va décroître au profit des grands États. Il est évident que lorsque la Provence devient française en 1482, après le roi René, au profit de Louis XI, eh bien Marseille, Toulon deviennent des ports français et la Bretagne devient également française en 1532. Et donc Gênes reste une ville-État, c'est-à-dire une ville peu peuplée par rapport à une France qui avait 16 millions d'habitants sous François Ier et 20 millions d'habitants sous Louis XIV. Et donc Gênes déclinant, eh bien les Corses n'ont plus voulu rester sous la tutelle de la République de Gênes, et en 1729, ils secouent le joug de la République, qui essaye de se maintenir en Corse pendant 40 ans, d'où le nom de guerre de 40 ans, de 1729 à 69, et comme Gênes n'a pas les moyens de sa politique, Gênes a demandé à Louis XV d'envoyer des troupes à partir de 1738, des soldats, des munitions, des officiers de renom, le comte de Boissieu, le marquis de Maillebois, plus tard le comte de Marbeuf, et par conséquent, en 1768, eh bien Louis XV, qui a besoin d'argent, il vient de perdre le Canada, la Martinique, la Guadeloupe ont même été prises pendant un moment, pendant la terrible guerre de 7 ans, le roi de France a perdu l'escadre de Toulon et l'escadre de Brest, et donc il donne une sorte de facture à Gênes en disant « J'ai dépensé pour vous tant, remboursez-moi ». Gênes ne peut pas rembourser, et donc elle fait un abandon provisoire de l'île de Corse à Louis XV. Cette révolte de la Corse contre Gênes, qui débute donc en 1729, elle est souvent, traditionnellement rattachée à l'imposition de nouvelles taxes mal perçues par la population. Mais pour vous, il y a un élément qui est peut-être plus important encore, c'est la façon dont les Corses étaient traités par les Génois. La République de Gênes ne permettait pas d'élévation sociale aux Corses. Il n'y a pratiquement aucun anoblissement. Les Corses réclameront beaucoup, y compris en 1789, ce qui est très drôle, puisqu'ils sont totalement à contre-courant par rapport à ce qui se passe en France continentale, où la noblesse va être abolie en 1790. Les Corses souffrent qu'il n'y ait pas d'anoblissement, qu'il n'y ait pas pour leurs enfants d'établissement scolaire, puisqu'il n'y a qu'une douzaine de jeunes Corses qui ont le droit d'aller faire leurs études au collège d'Elbène à Gênes tous les ans, et donc la France va leur offrir des possibilités, avec le lycée napoléonien en particulier, à partir de 1804, va leur offrir l'accès aux universités, alors qu'il n'y a pas d'université en Corse. Les jeunes Corses allaient à Padoue, allaient à Bologne, allaient à la Sapiens à Rome, allaient à Salamanque en Espagne, allaient parfois en France, à Aix-en-Provence, mais il n'y avait pas d'université jusqu'à ce que Pascal Paoli en crée une en 1764, et l'un des premiers étudiants a été Charles Bonaparte. On a compris pourquoi Gênes avait besoin du soutien de la France, c'était une puissance déclinante. Pourquoi la France s'intéresse à la Corse? C'est uniquement une question d'argent après la défaite de la guerre de 7 ans? La France est un pays qui s'est constitué très très lentement. C'est un vrai patchwork. Il est évident que à partir de Paris, la France a hérité par un testament tout à fait en règle de la Provence, le comte de Provence l'ayant légué à Louis XI en 1482. La France a hérité de la Bretagne, puisque Henri II
est l'arrière-petit-fils d'Anne de Bretagne, et il hérite donc en 1532 de sa mère Claude de France et de Bretagne, qui était l'épouse de François Ier et qui était la petite fille du dernier duc de Bretagne, François II de Bretagne. Et la France donc va avoir accès et à l'Atlantique et à la Méditerranée à partir du XVIe siècle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle n'était pas une grande puissance maritime auparavant, quand on pense que Saint-Malo, Brest, etc. étaient des villes qui n'étaient pas françaises. Elles appartenaient au duché de Bretagne et Toulon, Marseille appartenaient au comté de Provence. À partir du XVIe siècle, les souverains français comprennent que les îles protègent ce continent. Et par conséquent, ils s'intéressent aux îles de Marseille. Le château d'If, en particulier, va être construit par François Ier en 1524. Il s'intéresse à Pomègue, à Ratonneau, dans cette rade de Marseille. Il s'intéresse aux îles de Lérins, parce qu'elles protègent Cannes, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Il s'intéresse aux îles d'Hyères, avec Porquerolles, avec Porquerolles, et sur la façade atlantique, il s'intéresse à l'île de Ré, à Oléron, à toutes les îles de Bretagne, que ce soit l'île de Sein, que ce soit l'île de Groix, etc. Et donc, une île protège. Et jusqu'à aujourd'hui, le rôle essentiel de la Corse pour la République, c'est de protéger Toulon et Marseille. Il est évident que si on a une puissance étrangère en face, un port qui a été longtemps le premier port de guerre français, et Marseille qui a été longtemps le premier port de commerce français, imaginons des Anglais en Corse ou des Russes, puisqu'il y a eu des ambitions de Catherine II et de Paul Ier au XVIIIe siècle sur l'île de Corse, ce serait catastrophique évidemment pour la géostratégie en Méditerranée et pour la protection du territoire national. La victoire décisive française, donc des troupes de Louis XV, a lieu à la bataille de Ponte Novo, vous l'avez dit, le 8 et 9 mai 1769. Le leader indépendantiste Pascal Paoli doit s'exiler alors en Angleterre, où il mourra 38 ans plus tard. Le traité d'accord entre la France et Gênes était signé un an auparavant, c'est le traité de Versailles du 15 mai 1768. Pourquoi est-ce que c'est juste un transfert provisoire de souveraineté de la Corse à la France et pas une vente ou une cession définitive ? En 1768 est signé un traité, donc le 15 mai, entre Paris, entre Versailles, le duc de Choiseul au nom de Louis XV, et cet arrière-grand-oncle donc du futur empereur Napoléon, qui est Agostine Sorba, présenté comme patrice génois, mais originaire d'Ajaccio et grand-oncle de Laetitia. Et donc ce traité est provisoire parce que Gênes vient de faire faillite, la banque de Saint-Georges a fait faillite en 1746, et Gênes a toujours eu un immense besoin de la Corse. Gênes, c'est une ville. Il n'y a pas de territoire. Il suffit de lire, par exemple, les mémoires d'un évêque génois qui est Monseigneur Justinian, qui dit, eh bien, c'est le garde-manger, la Corse de la République de Gênes. Il n'y a pas de blé à Gênes, il n'y a pas de vin. En Corse, il y a des huîtres dans les temps de Diane, dans les temps d'Urbain. Il y a des fruits excellents, des oranges. Il n'y a pas encore les mandarines à feuilles comme aujourd'hui, mais il y a les citrons qui sont nécessaires à toutes les marines à l'époque pour lutter contre le scorbut. Et puis, il y a des minéraux, il y a des métaux. Donc, la Corse était regardée par les Génois, ce qui n'a pas été le cas par la France, comme une véritable colonie où on pouvait tirer des ressources. D'où cet abandon de suzeraineté provisoire en se disant « un jour on pourra récupérer l'île ». Là-dessus, la Révolution éclate en France en 1789 et un décret est pris à la demande des députés de Corse qui sont arrivés aux États généraux, arrivés de Bastia jusqu'à Versailles en 1789, ça n'est pas simple. Lorsqu'ils arrivent, il n'y a plus d'États généraux, il n'y a qu'une assemblée constituante, et les députés de Corse, à la demande des Corses, demandent
le rattachement de l'île de Corse à la monarchie française. Mais employer le terme de monarchie en 1789, en novembre, après ce qui s'est passé le 14 juillet avec le massacre du marquis de Launay, avec la mise à mort du prévôt des marchands de Paris, Berthier de Sauvigny, la pendaison de son beau-père, Foulon de Douai, à 75 ans, pendu devant l'hôtel de ville de Paris, la bouche remplie de foin, parce qu'il avait dit « le peuple est bête à manger du foin », eh bien, employer ce terme de monarchie en novembre 89, ça n'était pas tout à fait opportun, et donc le décret du 30 novembre 1789 a réuni l'île de Corse à l'impérium français, c'est-à-dire au territoire français, on a pris un terme latin exprès, et Gênes a fait valoir que le traité de 1768 était donc violé, en disant « mais c'était un abandon provisoire ». Et donc Louis XVI et le gouvernement de Versailles ont envisagé et proposé même à Gênes à ce moment-là de récupérer l'île. Mais il est évident que les députés, dont les députés corses, ont refusé, avec cette très belle phrase d'ailleurs de Mirabeau, qui lui-même était originaire tout à fait du Cap Corse, par son arrière-grand-mère Lynch, qui était de Morsiglia, et on a dit que c'était la volonté du peuple qui permettait le rattachement d'un territoire. Ce qui fait que pendant tout le XIXe siècle, la Corse a été prise comme un exemple du premier territoire qui a exercé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et dans les ouvrages de droit du XIXe siècle, on regarde la Corse comme ce premier territoire qui s'est volontairement réuni. Les choses ensuite, aujourd'hui, comme vous le savez, sont regardées d'un œil différent, surtout depuis 1975. 8 mai 1769, la bataille de Ponte-Novo. Le 15 août de la même année, naissance de Napoléon Ier, le deuxième fils de Charles et de Laetitia. Donc voilà pour les principaux jalons historiques. On va reparler du coup des principales critiques que l'on fait à Charles et à sa femme. J'en relève 3 principales et qu'on va détailler. La première, c'est qu'il a trahi Pascal Paoli. Il a abandonné la cause indépendantiste, il ne l'a pas accompagné à Londres et s'est rallié au camp français. La deuxième critique, c'est qu'il a bénéficié de passe-droit pour se faire reconnaître noble par la France. Et troisièmement, c'est qu'il a bénéficié de sa proximité avec le comte de Marbeuf, qui était le représentant en Corse du gouverneur français, pour aider ses enfants à progresser, à faire des études. Ce que vous dites dans le livre, c'est que ces critiques, elles ont été faites à Charles, essentiellement parce qu'il est le père de Napoléon devenu empereur. Mais ces critiques, elles sont contemporaines de la vie de Charles, alors que Napoléon n'est qu'enfant et adolescent. En 1769, on a un Charles Bonaparte qui est étudiant, qui a été étudiant en 1764 jusqu'en 67 à peu près à l'université de Corté que Pascal Paoli vient de créer. Dire de Paoli indépendantiste est un terme qui est trop générique parce que dans la vie, si on est indépendant, on est toujours indépendant de quelqu'un. Et Paoli était opposé à Gênes. Il n'était pas opposé au monde entier ou à l'ensemble de la chrétienté. Il était opposé à Gênes. Et donc, en 1769, ce que voulaient les Corses, c'était se rendre indépendants de la République de Gênes. Donc, les Corses qui ont combattu à Ponte-Novo, ça n'est pas la levée en masse de Danton au moment de la Révolution française. Il y avait 120 000 habitants en Corse en 69, dont 4 500 à Ajaccio, 1200 à Corté, il faut se remettre donc dans les chiffres de l'époque. Ça vous fait à peu près 60 000 adultes, 60 000 enfants. 60 000 adultes, ça fait 30 000 hommes et 30 000 femmes. S'il y avait eu une levée en masse, il y aurait eu 30 000 Corses qui se seraient opposés à ceux que Napoléon lui-même appellera plus tard 20 000 Français vomis sur nos côtes. On est assez surpris par l'expression dans la bouche de quelqu'un qui va devenir en 1804 empereur des Français, et donc il y aurait eu un jeu égal. Or, à Ponte-Novo, il n'y a pas 30 000 Corses,
il y a 2 à 3 000 paolistes au maximum. Donc les jeux évidemment étaient faits. Paoli lui-même d'ailleurs, qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui était lucide, il n'est pas allé au combat. Il a regardé du haut de la colline ce qui se passait. Il y a peut-être eu d'ailleurs des trahisons, en particulier d'un dénommé Gentil, futur général ensuite français. Et donc cette bataille a été perdue. Il y avait donc un choix à faire. Ou suivre Pascal Paoli, dont la fuite avait été préparée en amont par les Anglais, aidés par le duc de Lauzun, petit-neveu du duc de Lauzun, qui avait déjà préparé la fuite de Jacques II Stuart de Londres jusqu'au château de Saint-Germain-en-Laye du temps de Louis XIV. C'est assez curieux de voir que les Lauzuns sont spécialistes d'une espèce d'extradition donc des grands personnages du moment. Et donc il fallait ou partir, ce qu'a fait Paoli avec 300 Corses, et ils ont gagné l'Angleterre, ou rester, ce qu'ont fait donc 29 300 hommes corses, dont Charles Bonaparte. Donc quand on dit que c'est un traître parce qu'il n'est pas parti, moi qui ai à cette époque-là 256 quartiers justement en Corse, je suis évidemment embêté parce que tous nos ancêtres à ce moment-là sont des traîtres, puisqu'ils sont tous restés à part 300. Et donc Charles, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui pour la postérité si ce garçon de 23 ans avait laissé Laetitia avec un bébé? Joseph venait de naître, le futur roi d'Espagne, à Corté en 1768. Est-ce que on dirait que c'était un homme bien s'il avait laissé Laetitia enceinte en juin 1769? Elle était sur le point d'accoucher le 15 août de Napoléon à Ajaccio. Ils avaient déjà perdu 2 bébés précédemment en 64 et 65. Laetitia a été mariée à l'âge de 15 ans et Carlo a été marié à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qu'on dirait s'il avait abandonné son vieux tuteur qui était curé et bientôt archidiacre d'Ajaccio? Il aurait eu très mauvaise presse. Donc Charles a fait son devoir de père, son devoir de mari, son devoir de neveu et pupille du vieil archidiacre Don Luciano Bonaparte, et il est resté. Alors, les Corses, à ce moment-là, ont eu le choix entre regretter la République de Gênes, dont ils s'étaient rendus indépendants grâce à ce traité de 1768, et se rallier. Et donc, Charles s'est effectivement rallié à Louis XV. Il avait tous les titres requis, puisque sa famille n'avait jamais travaillé de ses mains pour prouver sa noblesse, donc il n'a pas été anobli, comme on l'écrit parfois par erreur, mais il a été maintenu dans sa noblesse de race, c'était le terme que l'on employait à l'époque, depuis plus de 200 ans, donc depuis les années 1500, et il n'est pas le seul à l'avoir fait. On a 120 chefs de famille qui ont été maintenus dans leur noblesse, parfois des villages entiers. La famille Pietri, par exemple, à Sartène, c'est 56 cousins qui sont maintenus nobles. Les Pozzo di Borg sont aussi maintenus nobles en 1774. Et donc, si vous multipliez ces familles qui ont parfois jusqu'à 50 représentants, si vous multipliez par 120, on s'aperçoit qu'il y a une adhésion donc d'un grand nombre de Corses à la monarchie française, mais il y a eu des résistances, comme toujours, d'autant plus que Marbeuf était plutôt un bon gouverneur. On a d'ailleurs donné le nom de lycée Marbeuf pendant très très longtemps au lycée de Bastia. C'était un homme tout à fait respectable, mais en 1774, il y a eu des abus, plus que des abus, des exactions épouvantables. Pourquoi? Parce que Louis XV meurt le 10 mai 1774. Or, tout gouverneur de province, tout intendant de province, tout gouverneur militaire doit aller présenter ses hommages ou ses respects au nouveau souverain, le jeune Louis XVI, qui a 19 ans. Donc Marbeuf part de Corse après le 10 mai 1774 pour aller à Versailles se présenter au nouveau souverain. Et pendant ce temps,
il est évident qu'il y a des tas de gens dans l'armée française qui lorgnent la place de Marbeuf. Et parmi ceux qui lorgnent la place de Marbeuf, vous avez deux bourreaux des Corses qui sont un Sionville, monsieur de Sionville, qui a été un officier d'une, plus que de la sévérité, d'une atrocité épouvantable, et monsieur de Narbonne-Pelé, qui se prétendait cousin de Sampiero Corso, tout simplement parce qu'il avait pour ancêtre des ancêtres communs avec la deuxième maréchale d'Ornano, qui était mariée à un petit-fils de Sampiero. Eh bien, ces deux personnages ont commis en Corse, dans le Niol en particulier, des atrocités, des pendaisons, et quand Marbeuf est revenu, ils espéraient pouvoir dire « Regardez ce que le gouverneur nous a ordonné de faire ». Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Marbeuf a conservé son poste, et par contre, Sionville et Narbonne-Pelé ont été obligés de regagner le continent, de regagner Paris. Et donc Marbeuf est devenu marquis de Cargèse, il a administré la Corse le mieux possible jusqu'à sa mort en 1786, et Marbeuf avait une vieille épouse, je suis très content parce que j'ai retrouvé le testament de cette vieille épouse, qui était dans une sorte d'EHPAD de l'époque, qui marchait avec des valets de bras. C'est la première fois que je trouvais dans les archives des valets de bras, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de déambulateur évidemment, et Marbeuf n'avait pas du tout envie de retrouver cette épouse beaucoup plus âgée que lui, qui est morte à Paris à 80 ans. Et donc il lui fallait rester en Corse, où la solde d'un gouverneur était colossale, 80 000 livres par an, alors que le gouverneur de la Bastille en gagnait 60 000 par exemple. Et donc Marbeuf, il y avait une femme qui pouvait dire du bien de lui jusqu'à Versailles. Et cette femme, c'est Laetitia Ramolino, parce que Laetitia est en contact permanent avec son grand-père Pietrasante, qui a de jolies fonctions d'abord à Ajaccio, puis dans le Cap-Corse, puis à Bastia, au Conseil supérieur de la Corse, et donc Pietrasante transmet des informations jusqu'à Versailles. Et donc, si on dit du bien de lui, Marbeuf se dit qu'il mourra tranquillement en Corse, ce qui est arrivé à l'âge de 76 ans à Bastia en 1786. Oui, on présente souvent le comte de Marbeuf comme le protecteur de Bonaparte, mais le fait qu'il y ait ce lien entre Laetitia, la femme de Charles, et le marquis de Sorbas à Versailles, quasiment inverse le rapport de force traditionnel entre Charles Bonaparte et Marbeuf. Est-ce qu'on a des exemples précis de ça, ou est-ce que ça reste des hypothèses? Est-ce qu'on a des exemples où Marbeuf va agir d'une certaine manière pour se faire bien voir à Versailles? Marbeuf a été effectivement le protecteur des Bonaparte. Mais aujourd'hui, on est toujours enclin à parler de piston, évidemment, de la part des grands, etc. Et on va dire que Charles a obtenu son maintien de noblesse grâce à Marbeuf. Or, quand on lit les archives, pas du tout. Charles a même été vexé que Marbeuf lui propose son appui, et on a donc tout ce passage où Charles dit à Marbeuf « Mais j'ai absolument pas besoin de votre protection », et Marbeuf est obligé de battre en retraite en lui disant « Oui, je sais bien que vous êtes noble, vous auriez pu m'en parler », mais il n'avait pas besoin d'en parler. Là où il a eu besoin de Marbeuf, mais ça n'est pas un besoin privé, c'est un besoin normal. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les officiers de marine à Toulon, à Brest, à Rochefort pendant une grande partie de ma vie. Un gouverneur de province doit envoyer à la cour les demandes des familles qui demandent des places. Ça fait partie aussi des attributions des intendants. Et donc, Charles Bonaparte veut envoyer des enfants dans des collèges en France. Ça va être le collège d'Autun. Et donc, il est normal que le gouverneur étudie le dossier et appuie pour des raisons financières. Charles Bonaparte n'est pas très riche, il a à peu près la solde d'un capitaine des vaisseaux du roi, à peu près dans les 3000 livres par an. Il est marié, il a 8 enfants qui ont vécu sur les 13 que Laetitia lui a donnés, et donc il est normal qu'un gouverneur de province, j'ai exactement les mêmes renseignements pour les commandants de la marine qui font exactement la même chose que Marbeuf, à Toulon, à Brest ou à Rochefort. Et donc obtenir des bourses
pour des familles nombreuses, cela était de son ressort, et il a obtenu une place pour la maison d'éducation de Saint-Cyr pour Élisa, la petite sœur de Napoléon, et cette protection était légitime dans tout le royaume. Il n'y a pas un lien particulier entre Marbeuf et Charles Bonaparte, que l'on regardait même dans certains bouquins comme un mari complaisant qui aurait plus ou moins prêté son épouse Laetitia, qui avait une vingtaine d'années, au vieux Marbeuf qui approchait de 70 ans, de façon à obtenir des faveurs pour sa famille. Oui, on a beaucoup glosé sur cette supposée relation entre Marbeuf et Laetitia, et vous montrez donc que Charles n'avait pas besoin de ça pour aider ses enfants. Est-ce qu'on a des preuves de cette liaison? Parce que vous ne vous prononcez pas vraiment là-dessus. Est-ce qu'on a des preuves ou est-ce que ça n'est que de la rumeur? Et deuxième question, comment Charles réagit à ces rumeurs parce qu'il doit l'entendre? En 1780, il y a effectivement un journal qui est entamé par Charles Bonaparte et qui dit dans les premières lignes qu'il est très heureux d'être marié à la plus fidèle des femmes. Donc effectivement, il a entendu ces rumeurs. Ces rumeurs, donc j'ai cherché évidemment d'où elles provenaient, et Charles n'a pas que des amis en Corse, et il n'a pas que des amis dans le milieu dans lequel il gravite, y compris chez des officiers français. Et il candidate pour être député de la noblesse de Corse, et son principal rival, ça n'est pas du tout un compatriote, ça n'est pas du tout un Corse, c'est un colonel français, que le colonel Roux de Laric, qui intrigue, qui est un officier supérieur, même pas un officier général, en Corse, qui voudrait être, lui, député de la noblesse. Et il n'y a aucune raison que ce monsieur Roux de Laric soit élu et soit même candidat. Et donc Marbeuf est obligé d'écrire au père de Roux de Laric, qui est conseiller au Parlement de Grenoble, en lui disant « mais votre fils n'a aucune légitimité, etc. » Et les lettres qui disent que Laetitia aurait des faveurs sexuelles pour le vieux Marbeuf, elles émanent toutes de Roux de Laric. Et donc il y a une espèce de cabale qui est montée entre Sionville, surtout Narbonne-Pelé et Laric, pour salir Laetitia. Or, il n'y a absolument aucune preuve de liaison. La comtesse de Marbeuf va mourir dans son couvent parisien. Le vieux Marbeuf, qui souffre beaucoup de ne pas avoir d'enfant parce que son nom va s'éteindre, tous ses frères sont morts avant lui, ses neveux sont morts avant lui, sauf un qui est évêque d'Autun et qui va accueillir au collège d'Autun le petit Napoléon avec Joseph, son frère aîné. Eh bien, Marbeuf veut absolument avoir des enfants. Et donc, il arrive à Paris septuagénaire, il entre en relation dans l'île Saint-Louis avec un officier comme lui, qui a une fille et qui est veuf, et il fait un testament de toute sa fortune en faveur de cette fille de 17 ans, il en a lui plus de 70, il l'épouse, il la ramène en Corse, il lui fait une fille à 74 ans, un fils à 76 ans, et il meurt peu après. Et donc, Marbeuf, on comprend quand on est sur site à Ajaccio, il faut toujours aller sur site et visiter les lieux. Il est évident qu'il n'avait pas envie de passer l'été à Ajaccio, il faut aller voir la maison du gouvernement qui relie les anciens remparts à la citadelle. Elle est exposée plein sud-ouest. Il habite à l'avant-dernier étage, dans une chaleur épouvantable. Il n'y a aucune climatisation. Il a les cuisines à l'étage au-dessus, ce qui est assez curieux au lieu de les avoir au rez-de-chaussée, tout simplement pour des raisons de cheminée. Les cheminées tirent mieux à partir du 4e étage. Cette maison est dans une chaleur suffocante. Vous regardez à 50 mètres la Casa Bonaparte dans la rue Malherbe, qui est très bien exposée, à l'ombre, puisqu'il y a en face 3 maisons, la maison des Gentils et notamment la maison des Pietrasante, par exemple, qui est le grand-père de Laetitia, qui est une maison fraîche, en pleine ombre, et il est évident que Marbeuf allait passer ses soirées chez les amis Bonaparte plutôt que de suffoquer chez lui.
Charles semble être un bon père. Vous le qualifiez de père citoyen, du modèle de ces nouveaux pères qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants, et notamment de sa fille. Ça semble être un bon mari. Du point de vue politique, il est élu député de la province d'Ajaccio et représentera la noblesse de Corse à la cour de Louis XVI en 1777. Pourtant, en introduction du livre, vous rapportez une citation de Napoléon à propos de son père. Je la cite. « Si mon père avait vécu, il eût probablement arrêté ma carrière. Il eût été député à l'Assemblée constituante, puis parti pour les intrigants, les Lameth, les Noailles, m'eût nécessairement lancé dans les affaires trop tôt, trop jeune, et je n'eusse pu faire la fortune que j'ai faite. Pourquoi un jugement aussi sévère ?» Napoléon n'avait pas une grande estime ni une grande affection pour son père, ce qui est injuste, mais Napoléon, à 20 ans, en 1789, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, est forcément en rébellion contre son père. Son père est mort depuis 4 ans, en 1785, très jeune, à l'âge de 39 ans, à Montpellier, où il était allé en vain essayer de soigner des maux d'estomac, peut-être pas tout à fait un cancer, mais une sorte de maladie de toute façon de l'estomac qu'il a emporté. Et il y a donc une grande image qui domine sur toute la Corse, c'est l'image de Pascal Paoli, qui est beaucoup plus vieux que Charles, qui avait 21 ans de plus que Charles Bonaparte, il est né en 1725 à Morosaglia, et le héros, c'est donc le résistant. Et donc, moi je suis né en 1951, j'ai donc beaucoup de camarades qui étaient fils soit de résistants, de FFI, etc., bon, ce qui était mon cas, et puis il y en avait forcément d'autres qui étaient fils ou petits-fils de collabos. Et donc, il est évident que Napoléon préférait la stature de Pascal Paoli. D'ailleurs, il va lui faire sa cour, il voulait écrire l'histoire de Paoli en 1789, et Paoli ne veut pas. Paoli, malgré ses 65 ans en 1789, espère avoir encore un avenir, un destin. Cet avenir, ce sera le royaume anglo-corse de 1794-1796. Et donc, Napoléon se perçoit un peu comme le fils du collabo, et il dit, du coup, je naquis, donc en 1769, lorsque la patrie, c'est-à-dire la Corse, périssait, 20 000 Français vomis sur nos côtes, donc c'est un jugement très sévère vis-à-vis de la monarchie de Louis XV, étaient en train de noyer dans un flot de sang, allusion à Narbonne et à Narbonne-Pelée et à Sionville, dans un flot de sang, le trône de la liberté, c'est-à-dire le siège accordé au Palais national de Pascal Paoli. Donc c'était un admirateur de Paoli, mais si le père avait effectivement vécu, il aurait été étouffé par la puissance de ce père. Et Napoléon, jeune, à 20 ans, comme beaucoup de jeunes de 20 ans, comme Pozzo di Borg, qui a aussi perdu son père et qui a uniquement 5 ans de plus que lui. Pozzo est né en 1764 à 5 kilomètres d'Ajaccio, à Alata, là où il y a le château de la Punte aujourd'hui. Eh bien, ces jeunes, qui étaient de jeunes orphelins, ce qui était souvent le cas au XVIIIe siècle, on n'avait pas comme aujourd'hui à 70 ans ses parents, eh bien, ont été un peu des électrons libres, un peu comme Chateaubriand, qui est né à la même époque, en 1768, et dont le père aussi était mort en même temps que Charles Bonaparte ou que le père Pozzo di Borg. Donc ces jeunes gens sont en plein épanouissement et ils ont des carrières littéraires, militaires ou diplomatiques, pour tous les trois, qui s'ouvrent devant eux parce qu'ils n'ont pas un avenir bouché par la génération antérieure. Et donc tous ces maréchaux d'empire, tous ces généraux d'empire sont des hommes nouveaux. Charles Bonaparte a commencé très tôt à être un homme nouveau. Aujourd'hui, nous-mêmes, même en vous parlant en ce moment, on n'élève pas nos enfants et nos petits-enfants comme on a été élevé par nos parents et nos grands-parents. On entend toujours des gens qui vous disent, moi, je risquais pas de dire à mon professeur ou à mon père que j'avais eu une mauvaise note, etc. Sinon, j'avais une deuxième punition à la maison. Et donc, c'est pareil pour Charles Bonaparte. C'est un père citoyen. C'est une marque, si je puis dire, de père qui apparaît dans les années 1770, qui consiste à élever soi-même les enfants,
alors apprendre les mathématiques avec ce magnifique traité qui est ce que l'on appelle le Bezout, Étienne Bezout étant l'examinateur des gardes de la marine, il a fait un traité de mathématiques, et donc Charles Bonaparte construit une petite cabane sur la terrasse de sa maison pour que Napoléon puisse se mettre à l'abri de ses 8 frères et sœurs et de faire des calculs savants. C'est aussi un père très moderne lorsqu'il apprend en tant qu'avocat au tribunal d'Ajaccio qu'une jeune fille de 16 ans a été violée. Si je puis dire, c'est balance ton porc. Il va lui dire, il faut absolument dénoncer le violeur. Et en tant que magistrat, je trouve ça très bien. C'est vraiment un homme moderne, aussi bien vis-à-vis de ses enfants que de ses filles. Il envoie sa fille faire des études à la maison d'éducation de Saint-Cyr créée par Madame de Maintenon. C'est un bon mari. Alors on l'a dit coureur. Je n'ai rien trouvé à ce sujet. Si j'avais trouvé des choses, je serais tenté de dire qu'il est marié de force à l'âge de 18 ans. Il est parti à Rome et on a évidemment prétendu qu'il avait pour maîtresse une Romaine et les 2 filles de la Romaine. Mais ça fait partie de ces romans érotiques de l'époque de Mirabeau, de l'époque du marquis de Sade, où on mettait évidemment l'accent sur tout ce qui était débauche sexuelle. En ce qui concerne Charles, on n'a aucune aventure. Il aménage la chambre conjugale avec une magnifique cheminée de marbre blanc, avec Cupidon qui est en train de lancer des flèches à sa bien-aimée, une très belle chambre avec un lit capitonné de velours rouge, des fauteuils d'époque et de style Louis XV capitonnés en rouge couleur de l'amour. C'est un couple visiblement qui s'entend très bien à tout point de vue, puisque Napoléon lui-même, lorsqu'il parle d'un couple corse, il a l'image de ses parents en tête, et il dit c'était un homme qui travaillait au quotidien et qui retrouvait le repos la nuit dans les bras d'une épouse aimée, et c'est un père qui a été un excellent gestionnaire. Il faut bien voir que le domaine qu'il possède à l'entrée d'Ajaccio, 23 hectares, le domaine des Salines, il l'administre et il y fait travailler en les rémunérant à peu près 100 à 120 hommes journaliers, faucheurs de foin, tout un personnel, concierge, etc. C'est un hobereau de province, comme dans la plupart des régions françaises du XVIIIe siècle. Ça n'est pas la haute noblesse versaillaise, il ne ressemble pas à un cardinal, évidemment, de Noailles ou aux grandes familles de cour, mais il est la marque même du gentilhomme quasi campagnard tout en vivant en ville, tel qu'on en avait en Bretagne ou en Provence. Charles meurt à Montpellier où il s'était rendu pour tenter de se faire soigner d'un cancer de l'estomac, et sa dépouille sera rapatriée bien des années plus tard à Ajaccio. Quelle est aujourd'hui la place de Charles Bonaparte en Corse? Est-ce qu'il est considéré simplement comme le père d'eux, ou est-ce qu'il y a une mémoire pour sa propre personne? Je crois qu'aujourd'hui, la célébrité dans le monde de Napoléon efface quasiment tout son entourage. Alors on parle assez volontiers des épouses de Napoléon, surtout de Joséphine, plus que de Marie-Louise. Joséphine, elle est liée à la Malmaison, les bâtiments comme le magnifique château de Bois-Préau où on vient de faire cette exposition sur la Corse au moment de la naissance de Napoléon, également grâce à la conservatrice générale et puis au conservateur de la Casa Bonaparte d'Ajaccio. Donc Joséphine, avec de très belles biographies sur elle depuis quelques années. On a aussi les sœurs, Élisa, Caroline, la très belle Pauline. Donc il y a tout un ensemble de personnages dominés par Madame Mère, parce qu'évidemment, Madame Mère est omniprésente. Elle est même présente là où elle n'était pas. Sur le tableau de David du Sacre, on la représente alors qu'elle n'a pas assisté au Sacre en 1804, mais elle a vécu l'Empire de 1804 à 1814 jusqu'à Waterloo en 1815. Elle a survécu à Napoléon. Elle perd son fils.
Elle perd connaissance d'ailleurs en l'apprenant en 1821, c'est déjà une dame âgée de 71 ans. Elle va mourir à 86 ans après son fils, après Pauline, après plusieurs de ses enfants, après son petit-fils, l'Aiglon. Et Charles Bonaparte, il n'a rien vu de tout ça. Il meurt en 85, son souvenir est effacé par la Révolution de 1789, l'Empire, Napoléon dira lui-même, en entrant à Notre-Dame pour le sacre, à son frère Joseph, « Si notre père nous voyait », et donc il n'a rien vu. Ça a été pourtant un bon père, il n'a pas été qu'un géniteur, mais aujourd'hui, partout, y compris en Corse, y compris à Ajaccio, on voit Napoléon au milieu de ses frères, roi de Westphalie, roi d'Espagne, etc. Et Charles était un peu le grand oublié qu'il fallait quand même un peu réhabiliter et remettre dans la dynastie des Bonaparte, qui n'aurait jamais existé s'il n'avait pas été là. Ouais, c'est ce que vous faites dans le livre, en tout cas. Pour terminer, Michel, une question, alors personnelle, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous avez dit que, à la fin du XVIIIe siècle, la Corse c'était 30 000 hommes, 30 000 femmes et 60 000 enfants. Et à l'époque, les notables ne se mélangeaient pas forcément avec les paysans. Donc on peut retracer la généalogie de ces grandes familles depuis 2 siècles. Est-ce que vous-même vous êtes apparenté à Bonaparte? Oui, comme tous les Ajacciens, je pense qu'à partir du moment où on a des ancêtres ajacciens, ce qui est mon cas par ma grand-mère Francesque, née Baldaccio de Corte, elle descend comme beaucoup de gens des Pozzo di Borgo, de Suzone Pozzo di Borgo, qui est aussi l'ancêtre de Charles Bonaparte, mais aussi l'ancêtre de Laetitia Ramolino, et par conséquent, quand on pense que les Bonaparte, il n'y a qu'un feu, c'est-à-dire qu'une famille, en 1769, c'est-à-dire le curé, Don Lucian, et son neveu Charles. Les Pozzo di Borgo, en 1769, il y avait déjà 14 feux, 14 chefs de famille qui portaient ce patronyme, tous issus de Zuzone d'Alata. Et donc je pense que je n'ai pas un privilège, que ça n'est pas une particularité du côté de ma grand-mère, qui en était très fière, mais que la plupart des vieilles familles d'Ajaccio sont effectivement apparentées à Napoléon. Très bien. Merci beaucoup, Michel Verger-Franceschi, pour ce nouvel entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier, aux éditions Passé Composé, déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.